Yo, salut Mugi, voilà, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 32 de Dragon Ball Super, donc qui va avoir débuté le début du Tenkaichi Budokai intergalactique, n'est-ce pas? Et donc l'apparition aussi de différents protagonistes, en tout cas pour ceux qui suivent pas les chapitres, parce que voilà, ceux qui suivent les chapitres, on les connaît déjà depuis un petit moment, et puis pour l'animé aussi, je pense que vous avez déjà dû vous faire teaser deux, trois fois, là au moins tout va être clarifié, tout va être clair et précis, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas tout vous déballer non plus, en tout cas rien qui ne dépasse, on va dire, rien qui ne dépasse donc ce qu'on apprendra donc dans cet épisode-là. Donc on démarre directement donc, au palais de Dende, donc au palais au palais on va dire, du dieu de la terre, au palais du dieu des Namek, enfin ouais, le dieu des Namek, voilà, comme on le connaît, Dende. Donc il est en train de taper un tennis au calme avec Mister Popo. Alors j'ai beaucoup aimé. Il y avoir deux trois petits clins d'œil comme ça, enfin de petites scénettes, comment on pourrait qualifier ça, on va dire un peu pour détendre, on va dire un peu hors contexte. Mais j'ai beaucoup aimé parce que c'est hors contexte, mais enfin, ça c'est un peu dur à rajouter, voilà, c'était pas du tout présent dans le manga. C'est simplement, on va dire, je sais pas si on pourrait qualifier ça un peu de fan service, enfin, surtout là, Dende et puis Mister Popo qu'on avait pas vu depuis un bon moment quand même, enfin, surtout si on enlève Dragon Ball GT, ça fait un petit paquet de temps, mais en tout cas, super sympa de le revoir, même s'il a pas de texte, voilà, de le voir, juste de le voir, ça fait super plaisir. Donc, j'aimerais bien qu'ils fassent la même chose pour Karine, donc la maîtresse de la tour Karine, donc qui mène, je le rappelle, au palais de Dende. Et puis aussi pour Yajirobe qui se trouve pas très loin, donc tout en bas, qu'on part de la Terre pour rejoindre directement le palais de Dende. Et donc, on va retrouver Goku et Vegeta, donc, qui étaient en train de s'entraîner dans la salle des esprits du temps. Donc là, c'était la fin de leur entraînement. Ils y sont restés pendant 3 jours, donc encore mystère. Pourquoi pas, peut-être qu'ils ont éveillé un nouveau power-up. Pourquoi pas une évolution donc, du Super Saiyajin God, un Super Saiyajin God, Super Saiyajin 2 ou Super Saiyajin 3. Pourquoi pas, soyons fous. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, c'est bien caché. En tout cas, l'entraînement est terminé. Ils ont fini leur entraînement en version normale, même si. Même si on peut être amené à penser qu'ils se sont entraînés à un moment ou à un autre en Super Saiyajin Blue. Et donc, en tout cas, les deux étaient quand même assez fiers d'eux, enfin voilà, assez contents d'eux. Et on voit Goku donc qui était un peu en train de s'interroger, qui se demandait donc si les combattants de l'univers 6 ils étaient forts. Enfin voilà, si pas si on peut comparer, on va dire, aux membres de l'univers de la Terre, voilà, s'ils allaient pas les surclasser par rapport aux différents modes qu'ils possèdent, par rapport au ki des dieux, par rapport à tout ça. Et même Goku, lui, aussi, est aussi impatient donc d'affronter Monaka, donc le cinquième membre de leur team, même s'il ne doit pas l'affronter. Même Vegeta lui dit, bah, on s'en fout de lui, il fait juste partie de notre équipe, t'as rien d'autre à savoir. Et puis lui, pour lui, Goku, c'est aussi un adversaire aussi bien que les 5 donc, de l'univers de Champa. Pour lui, en gros, il a 6 adversaires à écrabouiller et donc à surpasser. Et en tout cas, comme lui dit Vegeta, de toute manière, si Beerus est allé chercher Monaka, donc qui est supposé être encore plus puissant que Goku, c'est pas pour rien, et donc ça veut dire que forcément les adversaires que Champa amènera en face seront donc forcément forts par définition. Et en tout cas, c'est assez bien raisonné encore une fois de la part de Vegeta. Et donc après, voilà, après donc ces petits dialogues, on va retrouver Whis, donc qui se serait réunis, je crois, à la capsule corp, au QG de la capsule corp, là où se trouve la baraque de Bulma, là où il s'est passé pas mal d'événements. Là, dans Battle of Gods, il me semble que c'était l'anniversaire de Bulma, puis c'est là que Beerus est apparu pour la première fois. Enfin voilà, c'est un lieu qui est assez important dans l'univers de Dragon Ball et encore plus dans l'univers de Dragon Ball Super. Enfin, pratiquement à tous les épisodes, on voit la baraque. Punaise, la baraque de Bulma. Et donc, Whis qui est en train donc, de réunir tout le monde donc, pour pouvoir les emmener. Donc, ce coup il pourra pas faire comme il faisait avec Beerus, c'est-à-dire que Beerus il avait juste à lui tenir le bras donc pour pouvoir se téléporter, pour pouvoir se téléporter et voyager hyper rapidement. Donc là il y a déjà beaucoup trop de monde et pour ça donc pour pallier on va dire on va dire à ce manque-là, il a donc décidé de créer un cube, enfin de créer ou de ramener un cube. Enfin voilà, oui il est un petit peu capable de tout on va dire. Et donc il a ramené un gigantesque cube pourpre donc pour pouvoir transporter tout le monde. Et donc voilà, lui, il aura juste à se mettre en haut du cube et puis ce sera sa phrase. Donc comme si elle transportait qu'une seule et même personne, mais sauf qu'il transporte tout le cube avec tout le tintouin à l'intérieur. Et donc, au début, c'est assez marrant si on voit Goten et Trunks, donc ils disent, punaise, en fait, on rentre comment? En fait, ils ont juste à traverser littéralement le cul pour pouvoir rentrer à l'intérieur, et puis donc après, voilà, ils peuvent traverser, ils peuvent donc voyager à la vitesse, je sais pas s'ils se déplacent à la vitesse de la lumière, mais eux, ils sont en tout cas super vite, et eux, à l'intérieur, ils ressentent, on va dire, aucune gêne, et puis aucune turbulence, comme ça peut être le cas si on prenait l'avion. Juste en parallèle de ça, donc avant qu'il quitte la Terre, il va se passer deux, trois petites anecdotes assez intéressantes, à commencer déjà par le roi galactique, donc que Jacko a ramené avec lui. Donc pareil, il a le même symbole que lui, donc que Jacko a sur des patrouilleurs galactiques qu'il a sur son torse, donc lui il l'a sur sa couronne. Donc je me suis demandé si c'était le roi de la galaxie. Enfin, dans le manga, c'est vrai que c'était pas aussi clair, ou alors j'avais pas été assez attentif, mais là je crois que c'est vraiment le boss en fait des patrouilleurs galactiques et tout simplement c'est un roi. Et donc il est un petit peu vexé donc parce qu'en même temps voilà, Jacko va le présenter à Bulma, et puis donc Bulma ça va pas lui faire plus ni chaud ni froid, enfin va pas être oh enchanté de vous rencontrer ou de vous connaître ou autre, enfin voilà, il va juste lui dire bonjour sans plus, et donc ça va avoir un peu pour effet de vexer ce fameux roi galactique,
puis donc Jaco va clarifier la situation, va calmer le jeu avant que le roi s'énerve, en lui disant mais voilà, elle a l'habitude de côtoyer des dieux de la destruction, des Kaio, des Kaioshin et tout, et toute la clique, donc voilà, vous inquiétez pas, c'est pas très très grave. Et donc, juste après, en parallèle de ça, avant que Whis décide de partir, donc ils attendaient Goku et Vegeta, donc qui reviennent avec leurs vêtements tout déchirés. Donc, oui, ça me permet encore une fois de faire un peu le rapprochement à un petit élément en fait, que je me suis gouré tout à l'heure, enfin, où j'ai pas fait hyper gaffe. C'était donc lorsque Goku et puis Vegeta étaient en train donc, de s'entraîner à la salle des esprits du temps au début de l'épisode, c'était pas encore tout à fait la fin de leur entraînement, vu que là, lorsqu'ils sont sortis de la salle des esprits du temps, qu'ils se sont pointés à la maison de Bulma, donc ils avaient une énorme barbe qui avait poussé, enfin, j'ai beaucoup aimé ce petit clin d'œil avec leurs vêtements complètement déchirés, ils puaient, enfin voilà, les laisser tomber, c'était vraiment assez marrant, mais bon, voilà, c'était encore une fois un peu hors contexte, mais j'ai beaucoup aimé, même si ça dure une fraction de seconde, j'ai beaucoup aimé, puis en tout cas, ça permet de voir nos deux héros favoris sous un nouveau jour, et puis ça permet un peu enfin d'oublier cette image d'horreur dans Dragon Ball GT avec Vegeta avec sa moustache. Là, au moins, ils lui ont mis une barbe complète, et ça va déjà un petit peu mieux, et donc ça prouve aussi que les Saiyans ont aussi une pilosité qui pousse, donc même Gohan, ça se trouve, hein, voilà, maintenant qu'il est un adulte, lui aussi doit avoir une petite barbiche qui doit pousser. Et donc, d'où la question du jour, est-ce que lorsque les Saiyans se transforment en Super Saiyajin, est-ce que si ils ont de la barbe, mettons comme Nappa, je crois qu'il avait une moustache, enfin, je me rappelle plus exactement, j'ai tout à fait sa tête en mémoire. Enfin, je me rappelais qu'il était chauve, mais est-ce que si par exemple Nappa s'était transformé en Super Saiyajin, ou si Goku et Vegeta se laissent pousser la barbe et qu'ils se transforment en Super Saiyajin, est-ce que la barbe elle aussi se transformera ou s'allongera ou deviendra enfin, énorme comme ça peut être le cas avec les cheveux? Donc laissez-moi vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça. C'était la petite question qui sert à rien, mais dont la réponse intéresse quand même pas mal de monde. Donc Goku et Vegeta, voilà, après, encore une fois, oui, c'était un petit peu énervé parce ils sont en train de prendre du retard, surtout qu'ils doivent récupérer aussi, ça j'ai oublié de le préciser, Beerus et puis Monaka, donc qui sont restés sur la planète de Beerus, donc ils doivent faire une petite halte pour les récupérer. Et donc voilà, c'est pas à côté, puis qu'ils sont quand même un petit peu pressés au niveau du temps. Et donc, entre-temps, voilà, Goku et Vegeta qui viennent de revenir, donc on va aller prendre un bain, machin, enfin, on va aller un peu se débarambouiller et se raser et tout ce qui va avec. Et juste avant qu'ils se barrent, ça aussi, ça m'a fait assez marrer, c'est le fait qu'ils oublient Krillin, voilà, qu'ils étaient vraiment sur le point de partir et que Krillin était allé au petit coin, et puis Goku en plus par-dessus qui rajoute une couche, alors t'es allé faire la grosse commission, t'es allé déféquer, enfin voilà, il lui dit comme ça, puis Krillin lui dit, bah, mais tais-toi, c'est pas des choses, genre de choses qui se disent, enfin voilà, en tout cas, ça m'a fait assez marrer. On va enchaîner en plus encore une fois avec une autre petite anecdote qui va se passer donc durant le voyage, on va dire entre la Terre et la planète de Beerus, c'est en fait. Encore une fois, Goten et Trunks qui sont encore une fois tout émerveillés de pouvoir voyager, tout ça. Et donc, à un moment donné, ils se disent, punaise, mais ça sent pas bizarre et tout. En fait, c'est Majin Buu derrière eux qui a pété. Et le mec, il en est fier, mais ça, c'est rien encore par rapport à ce que Satan va surenchérir par derrière. Il lui dit, eh ben maintenant, on va pouvoir t'appeler Majin Poo au lieu de Majin Poo, enfin, Poo pour le P, enfin voilà, tout ça, vraiment, la vanne complètement foirée, complètement vaseuse, et toutes les personnes qui s'est mariées à la vanne, ça aussi, ça m'a tué. Enfin, vraiment, pauvre Satan, faut lui donner quand même un petit peu de soutien. Donc, par la suite, ils vont arriver finalement donc, sur la planète de Whis. Et donc voilà, donc tout le monde va découvrir si vous voulez la planète. Donc avant que Goku rencontre enfin Monaka, il y a quand même le petit rappel de Whis, enfin surtout par rapport à Jaco, je crois qu'il était en train de mitrailler et tout pour de prendre des photos de partout de la planète de Beerus. Ça aussi, ça m'a beaucoup fait marrer le fait que Whis lui dit vous gardez les photos pour vous les postez pas sur le net ou autre, enfin, voilà, parce qu'en principe on n'a pas le droit et puis Beerus n'est pas trop d'accord ou autre. Enfin ça aussi le petit clin d'œil à la vie IRL, on va dire, avec des endroits assez méconnu et donc dans lequel il est un peu interdit de prendre des photos, peut-être un petit peu comme dans certains musées ou autres. Enfin, j'ai pas d'exemple précis ou des maisons de stars, on va dire, voilà, pour un peu plus bien contextualiser tout ça. Mais vraiment, j'ai bien aimé aussi ce petit clin d'œil de Whis. Et puis voilà, même l'épisode, on va dire de manière générale, encore une fois, bien calé avec le, avec des petits clins d'œil et puis on va dire des bouts, des fragments de l'épisode qui durent 2-3 secondes, enfin pas énormément de temps comme tout à l'heure avec la barbe. D'ailleurs, je pense que je vous la mettrai en miniature, enfin beaucoup vont se poser des questions quand ils verront cette miniature, mais en tout cas, voilà, ça m'a fait beaucoup marrer toutes ces petites attentions, surtout en plus que là ça s'enchaîne vraiment depuis que Goku et Vegeta se sont repointés. Et donc Goku qui va faire sa rencontre enfin avec le fameux Monaka, donc le dernier combattant de la team Beerus, donc qui est avec Beerus. Et donc Goku voilà qui est un petit peu en train de le regarder sous toutes les coutures, il lui dit ah c'est toi Monaka, et puis après donc on découvre qu'il a les tétons un petit peu qui pointent, enfin voilà c'est un petit peu son signe distinctif, qui est tout petit, qui porte un petit débardeur. Et donc Goku va lui demander d'où vient l'origine de son nom, et puis il va lui expliquer que donc ça vient par rapport à... Non attendez, je crois que c'est... Oui c'est... pardon.
c'est Goku en fait qui avait demandé à Whis quelle était l'origine en fait de son nom Monaka, pourquoi il s'appelait comme ça, et donc il lui dit que ça s'appelle Gros Téton, et Goku comme un voilà comme un teubé on va dire, il avait pas tilté par rapport au téton, et puis après voilà ça va faire un petit moment de gêne, même Monaka va être un petit peu gêné, puis finalement voilà, ça va passer assez vite, même Bios lui dit mais arrête d'embêter Monaka, laisse-le tranquille, enfin voilà, laisse-le de côté, va pas l'embêter, parce qu'en plus entre temps Goku voulait faire un petit fight vite fait histoire de jauger Monaka et de voir un petit peu sa puissance. Et ce à quoi Bios n'a pas voulu consentir, et puis Monaka, voilà, il est un petit peu sous la coupe de Bios, donc pareil, il a pas voulu trop répondre, même si il se fixait quand même pas mal du regard. Et donc, juste après, voilà, au moment en fait, où il passe devant lui, Goku ne va pas pouvoir se retenir, il va lui poser une méchante pêche en pleine poire, et Monaka va même pas broncher, il va même limite pleurer. J'avais vraiment, franchement, j'avais vraiment mal pour lui, enfin, j'avais pitié pour lui, le pauvre, voilà, comme un petit gamin qui se prend une petite tarte de son papounet en pleine poire, et Bios, voilà, qui va vraiment être foudrage derrière, qui va remettre une tarte à Goku par-dessus. Et franchement, voilà, Monaka, encore une fois, je me pose pas mal de questions par rapport à lui. Enfin voilà, il y a beaucoup de théories qui fusent un petit peu partout sur le net. Je vous donnerai mon avis en fin de review par rapport à tout ça, enfin par rapport à lui et par rapport à son rôle qu'il aura futur à jouer. Parce qu'encore une fois, il y a deux trois éléments dans ce chapitre-là qui vont peut-être nous amener, nous aiguiller par rapport à tout ça, en tout cas dans cet épisode. Et donc par la suite, nos héros vont reprendre le voyage. Alors pendant le voyage, il y a encore une fois une petite anecdote qui m'a beaucoup plu. Enfin voilà, vraiment cet épisode-là, ça va être que pratiquement que des anecdotes. Il va pas se passer énormément de choses, mais quand même voilà, il va quand même y avoir des éléments assez intéressants. Mais bon, ça sera surtout en fin de review. Donc ce coup-ci, ce sera Vegeta c'est Vegeta donc qui aime beaucoup apparemment la nourriture de Chi. Bon, je rappelle qu'ils sont passés plus de 2 semaines. Enfin voilà, 3 jours, mais je sais plus comment ça représente. Enfin sûrement des années, des semaines ou des années dans le monde, enfin, on va dire dans la vie réelle, qui sont passés donc dans la salle des esprits du temps. Et donc Chichi qui avait préparé un petit barbecue voilà, dans le cube de Whis, et puis donc Vegeta qui s'est vraiment régalé par rapport à la nourriture de Chichi. Enfin voilà, en plus avec Bulma qui est à côté, enfin, je pensais qu'elle allait un petit peu pester et un peu être jalouse, mais bon, enfin, en tout cas, c'était une petite anecdote assez intéressante. Par la suite, donc, ils vont enfin arriver sur le lieu du Tenkaichi Budokan intergalactique, sur la planète sans nom. Donc, ils vont découvrir le Super Dragon Ball, ils seront vraiment émerveillés. Enfin, voilà, tout ce qui va avec. Enfin, vraiment, comme quoi Zuno n'avait pas menti par rapport à la taille des Super Dragon Ball. Et donc, par la suite, on va retrouver enfin donc Champa et puis Vados, donc, qui étaient déjà sur le lieu, et puis donc qui les attendaient. Donc, après tout ce qu'ils avaient préparé. Donc, on avait vu déjà, là, il y a deux, trois épisodes donc, sur le terrain, et puis le lieu d'affrontement, le ring, voilà, que Vados avait préparé, avait créé. Et donc, par la suite, on va avoir la confrontation entre Beerus et Champa. Donc, Beerus direct, qui va lui faire une petite réflexion par rapport au fait qu'il lui ait shippé en fait les Super Dragon Ball suite donc à ce que Zuno avait dit à Bulma. Donc Bulma a fait la commission, je pense, à Beerus entre temps, même si ça n'a pas été montré, on va dire, dans l'épisode. Et donc j'allais dire Beerus, Champa qui est un petit peu percé avec elle dit ah voilà, je voulais le garder pour moi et tout. Enfin voilà, le gars il nie même pas une seconde, et puis de toute manière Beerus lui dit de toute manière c'est pas grave, à la fin c'est moi qui les récupérais, voilà, t'inquiète pas, c'est pas très très grave en soi, voilà, t'es quand même mon frère et tout. Et juste derrière en fait on apprend un petit peu plus tard que les assistants, enfin alors je vais un peu les qualifier comme ça, donc oui c'est Vados, donc ont le pouvoir de la création, et que donc eux les dieux de la destruction, donc Beerus et Champa, n'ont pas ce pouvoir n'ont pas ce pouvoir de création, n'ont que ce pouvoir de destruction. Et encore une fois, voilà, je vous donnerai encore une fois une petite théorie à la fin de cet épisode par rapport à ça. Voilà, déjà il y a Monaka, et puis donc là, on va dire, je vais les appeler comme ça les assistants, mais bon, j'ai pas mal de petites idées par rapport à tout ça. En tout cas, quoi qu'il en soit, ils vont continuer donc de parler pendant deux trois petites pendant quelques instants, jusqu'au moment en fait où Beerus voilà va arriver, on va dire, un petit peu sensible par rapport aux rings qui sont pas très très confortables. Enfin, c'est surtout Bulma qui fait la réclamation au début. Voilà, c'est quoi on va dire ces arènes, ces gradins, voilà, ça aurait pu être un peu plus confortable, un peu plus luxueux. Et Beerus va quand même accéder à sa demande. Enfin voilà, il a quand même un petit peu eu le goût du luxe depuis qu'il fréquente les terriens et puis les humains. Et donc il va demander à Whis de changer tout ça, voilà, de mettre voilà, des gradins, et puis tout ça dans de bonnes dispositions, pardon, et puis dans de bonnes situations. Et donc que ce soit un peu plus confortable pour tous ceux qui ont fait ce voyage-là, plutôt que des gradins, on va dire, un petit peu obsolètes. Et donc ça a le don un peu d'exaspérer Champa. Et donc il dit à Vados, punaise, mais pourquoi t'as pas fait ça directement? Et puis elle lui répond, et ben tout simplement, je pouvais pas aller au-delà, donc encore une fois, de ce que vous avez exigé, donc je pouvais pas, voilà,
on va dire un petit peu appliquer un petit peu mes goûts. Je dois simplement en fait me fier un petit peu par rapport à vos goûts et faire donc ce que vous attendez. Et donc après, ça quoi Birus va encore une fois enchaîner en disant: «Ah en fait tout simplement elle s'est rabaissée à toi, voilà, enfin tu pas honte d'être comme tu es, voilà, là, elle est obligée de se rabaisser à toi et puis à tes goûts vraiment simples, enfin voilà, tu vraiment la honte des dieux de la destruction». Donc ça aussi ça m'a beaucoup plu cette petite anecdote avec Beerus et Champa, et puis aussi par rapport donc à leurs assistants, je vais les appeler comme ça, mais bon, je pense que j'aurai une autre appellation par rapport à eux, encore une fois, dans ce que je vais vous développer, encore une fois, en fin de vidéo. Par la suite, donc la team Goku va donc se rendre un petit peu par obligation, encore une fois, par Beerus au test écrit donc, qui avait été demandé par Vegeta, donc voilà, pour faire un peu le tri par rapport aux combattants, pour pas qu'il y ait on va dire un petit peu des monstres dénués d'intelligence. Mais entre-temps, ils vont se faire un petit peu vite fait intercepter par les Kaioshin donc, qui ont fait leur retour, enfin le Kaioshin qui a fait son retour avec son assistant Kibito. Donc voilà, je rappelle ils avaient fusionné avec les Potaras donc, durant la saga Majin Buu. Et donc on apprend qu'ils ont appelé Shenron pour pouvoir donc se séparer et donc pour pouvoir rompre un petit peu les Potaras, vu que quand on fait la fusion, enfin à part quand Boo avait gobé, on va dire, je vais plutôt le qualifier comme ça, végétaux, donc lors de la saga Majin Buu, ils avaient pu se séparer à l'intérieur de lui, mais bon, il faut vraiment des conditions exceptionnelles pour arriver à se séparer d'une fusion avec les Potaras, et donc on retrouve enfin Kaioshin avec son ancienne apparence. Et en tout cas, voilà, c'est peut-être un petit peu par nostalgie que Toriyama avait demandé ça, parce que c'était pas indispensable non plus. Enfin, même si ce serait sympa qu'il ressuscite enfin le Kaio du Nord depuis tout le temps qu'il attend ça. Enfin, je me demande si d'ici la fin de Dragon Ball Super, il aura pu complètement ressusciter, mais bon, enfin voilà. En tout cas, j'ai bien aimé encore une fois, c'est encore une fois une petite anecdote qui est bien placée puis bien calée, enfin, même si ce coup-ci elle était placée dans les chapitres, contrairement donc un peu aux précédentes, mais voilà, franchement, en tout cas, une bonne petite. Une bonne petite précision, et donc ça va nous permettre d'introduire donc les nouveaux Kaioshin, ceux de l'univers 6, que je crois qu'ils sont au nombre de 2, et donc ils sont un petit peu surpris voilà, que Goku, en simple humain, voilà, il soit si familier avec des Kaioshin, c'est quand même des dieux, ils sont responsables des galaxies, des planètes, et donc voilà, ce à quoi donc après ils vont être directement eux-mêmes interpellés par Goku, donc il va demander aux Kaioshin, est-ce que vous êtes donc des Kaioshin de l'univers 6? Eux ils vont lui dire oui, puis donc Goku, voilà, un petit peu, avec un petit peu de politesse, oh enchanté de vous rencontrer, voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de faire plus ample connaissance. Et puis donc après les Kaioshin des différents univers vont se parler entre eux et puis vont se dire punaise, mais comment ça se fait qu'il est aussi familier avec vous? Et puis le vieux Kaioshin du Nord qui lui dit ça c'est une longue histoire. Et donc par la suite on va enchaîner avec Goku et tous les autres donc qui vont se rendre donc au fameux test écrit. Et donc, ils vont rencontrer les différents membres de la team Champa, et particulièrement donc Kiabe, ou Kabe, vous le prononcez comme vous voulez, voilà, qui est le Saiyan donc, de l'univers 6, de l'univers de Champa. Et donc, ils vont dialoguer pendant un petit moment, enfin, par rapport à plein de points. Et donc, on va apprendre déjà que la planète Vegeta, donc la planète dont sont originaires les Saiyans dans notre univers à nous, dans l'univers 7, donc ce n'est pas en fait leur planète d'origine, c'est simplement une planète qu'ils ont volée au cours du temps, là, vu que c'était une race qui était pas mal guerrière et que c'est aussi pour ça que Freezer s'en est mêlé. Et donc leur planète d'origine donc est la planète Sadara, donc qui est la planète d'origine donc des Saiyans, et qu'elle existe encore donc dans l'univers donc de Kiabe, dans l'univers 6. On apprend aussi donc que dans cet univers-là, les Saiyans donc sont une race donc de protecteurs, punaise, je vais y arriver, je perds un petit peu le mot, excusez-moi. Donc ils sont une race de protecteurs, donc un petit peu comme la police de Konoha dans Naruto, pour ceux qui voient un petit peu, ils sont un petit peu briefés, je pense, par Champa, et puis donc peut-être par un peu comme les patrouilleurs galactiques, donc ceux qui sont chargés un petit peu de la justice et de la paix un peu dans l'univers, voilà, qu'en tout cas qu'ils en sont les gardiens, et elle est protecteur, et donc voilà, c'est un peu à l'opposé de ceux de l'univers 6, qui eux étaient plus, de l'univers 7, pardon, qui eux sont un petit peu plus des voleurs. Et donc Vegeta, voilà, lui dit, donc ne t'inquiète pas, parce qu'en fait Vegeta juste après il lui a dit que j'aimerais beaucoup visiter donc la planète Sarada de votre univers, voilà, pour un peu plus faire connaissance et voir et la comparer par rapport à notre planète. Donc sûrement que Vegeta a dû connaître la planète Sarada, ou au moins la planète. Enfin voilà, oui, il a connu la planète Vegeta, ça comme on le sait, mais bon, au moins pour comparer la planète Vegeta donc de son univers avec la planète Sarada. Et donc on il précise quand même à Kabe que voilà, il ne sert pas de leur voler, que maintenant ça y est, les Saiyans ils ont changé, ils sont revenus sur le droit chemin, et donc voilà. Les deux donc sont un petit peu ravis, et puis les deux se disent aussi donc qu'ils ne retiendront pas leur coup s'ils sont amenés à s'affronter dans ce tournoi. En tout cas, il y a un bon feeling qui est passé entre les deux. Par la suite, donc le test va se dérouler, donc on voit Goku et Vegeta qui galèrent comme c'est pas permis, enfin voilà, même Boubou aussi, et puis donc au final ça aura pour conséquence l'élimination de Boo qui s'est carrément endormi pendant l'exercice, alors que dans la Team Champa ils sont tous sortis, même si certains ont un petit peu galéré, notamment le petit robot donc, qui se nomme Magetta. Donc, je reviendrai un petit peu après pour les combattants et le nom des combattants de la Team Champa, j'y reviendrai vraiment en fin de vidéo pour histoire de débriefer tout ça. Et donc
Beerus qui est vraiment énervé donc par rapport à Boubou. Donc le tournoi va par la suite commencer, donc il y aura quand même une petite présentation, en tout cas avec l'hymne de l'univers, et donc c'est juste une phrase, l'univers et basta, et puis donc voilà, basta, on s'arrête là-dessus. Il me semble que dans le manga d'ailleurs il y avait une sorte de petit thème, donc j'étais un petit peu déçu qui modifie ça, j'aurais vraiment voulu voir ce que ça donne, un petit peu de musique universelle, on va dire, dans les deux univers, mais bon, c'est pas très très grave. Et en tout cas, ça avait le mérite quand même d'un petit peu d'étendre l'atmosphère, surtout quand on voit donc la tension qu'il va y avoir dans les combats à venir. Et donc Goku a été sélectionné donc après par l'ordre de passage avec Whis et tous les autres, donc on n'a pas encore eu dans le détail donc tout l'ordre de passage, même si Goku démarre, si je ne dis pas de bêtises, et Monaka sera le dernier à passer, et pour la team Champa, voilà, c'est encore une fois un petit peu planqué, et donc c'est Botamu, le petit, un peu le Winnie l'ourson, on va dire, de Dragon Ball, je vais plutôt le qualifier comme ça, parce qu'il ressemble vraiment en beaucoup de points, surtout avec le petit... son petit t-shirt rouge, donc c'est lui qui va être le tout premier adversaire de Goku, et donc le tout premier adversaire donc de la Team Champa dans ce tournoi de manière générale. Et donc l'épisode, j'allais dire le chapitre, l'épisode va se terminer là-dessus, sur cet affrontement-là. Et puis donc Champa qui était sur vraiment, on va se centrer un petit peu sur Champa qui est très satisfait que Goku commence, vu que je rappelle qu'il l'avait déjà vu il y a un petit moment lorsque donc le tournoi, le Tenkaichi Budokai Intergalactique, enfin Inter-Univers plutôt, avait été décidé. Et donc Goku à l'époque il avait une combinaison de Whis donc, qui était assez ample. Et, voilà, il galérait un petit peu à se mouvoir avec. Enfin, notamment il avait balancé un œuf, puis Goku avait galéré à le récupérer. Et donc il croyait qu'il était faible, alors qu'il n'en est rien. Mais bon, voilà, une fausse joie on va dire de Champa pour l'instant. Et donc l'épisode se termine là-dessus. Alors. Donc plein de petits trucs enfin plein de petites choses à débriefer par rapport à tout ça. Donc déjà par rapport à la suite, donc le combat va vraiment faire rage entre les deux. Donc on aura même un Goku à un moment qui est en train de s'étirer. Donc je pense que ça va être assez marrant, un combat qui sera assez tordant. Mais en tout cas hâte de voir tout ça donc dans le prochain épisode, donc qui sera très certainement très très lourd. Et donc je vais revenir donc sur les points qui m'ont marqué, donc sur mes petites théories par rapport à la suite et donc par rapport aux différents protagonistes. Et donc vite fait, je vais vous présenter donc enfin pas vous présenter, vous pouvez un petit peu vous donner mon avis par rapport aux 5 combattants donc, de la team Champa, c'est leur nom pour ceux qui ne les connaîtraient pas encore, vu que ça a été donné dans le manga, mais bon voilà, faut quand même que vous soyez un petit peu au jus. Donc Botamu qui est le petit Winnie l'ourson, donc le Freezer 2.0, donc qui ce coup-ci s'appelle Frost. Pareil, je ne veux pas trop en dévoiler plus parce qu'on va en apprendre sur lui. Notamment dans les chapitres, on en apprend un petit peu plus sur lui, mais je ne vais pas vous en dire plus. Donc le fameux petit Hit, donc c'est le bonhomme un petit peu violet, voilà, qui ressemble un petit peu à Piccolo. Enfin voilà, je dirais un mix entre les démons Piccolo et puis la race de Freezer, un mix entre les deux. Donc d'ailleurs, je ferai une petite vidéo théorie par rapport à ça, donc qui sortira en fin de semaine par rapport à Hit. Donc une théorie vraiment complète, donc je ne vais pas trop m'avancer sur lui dans cette review là. Magetta, donc qui est le robot, donc pareil, on ne sait pas s'il y a du monde, s'il y a quelqu'un à l'intérieur ou s'il y a du monde. Enfin voilà, je dis un petit peu ça comme ça. Mais vu qu'il nous est présenté comme un robot, peut-être que je pensais peut-être à un moment qu'il y a peut-être un Saiyan à l'intérieur de lui, mais bon, encore une fois, à faire à suivre par rapport à tout ça. Et donc le dernier combattant, donc Kiabe ou Kiabe, vous l'appelez comme vous voulez, donc le Saiyan de l'univers 6, qui lui, donc voilà, est un garçon, comme certains émettaient des doutes par rapport à ça, par rapport à sa tenue. Pareil, une tenue, donc, comme l'a déclaré Vegeta, donc, qui est la tenue donc, des Saiyans, parce que toutes les tenues que portaient Raditz, Nappa et Vegeta lorsqu'ils sont apparus dans Dragon Ball, dans la première version du nom, c'était des tenues de l'armée de Freezer. Et donc, lui, il a vraiment la vraie tenue des Saiyans, donc avant que Freezer ne décide de s'occuper de tout ça. Bref, donc, voilà à peu près pour le tour des différents protagonistes. Voilà, maintenant, j'espère que ce sera un peu plus clair pour vous. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, enfin pas maintenant, je pense un petit peu plus tard en fonction donc, des différents combats. Déjà, je pense que je parlerai un peu plus de Botamu au prochain épisode. Mais là, je voulais vraiment me centrer donc par rapport à Monaka, donc vous donner mon avis grosso modo, puisque là on en est à l'heure actuelle dans le manga, et puis d'ailleurs les épisodes n'ont pas tardé à passer devant, enfin ouais, c'est un petit peu pour l'anecdote. Mais donc voilà, on sait autant de choses dans le manga que dans l'anime, donc je risque pas de vous spoil, en tout cas je pense par rapport à Monaka, enfin, en tout cas c'est sûr. Et donc Monaka, je vais vous donner mon avis par rapport à lui. Donc il nous est présenté comme étant plus fort que Goku, mais il s'est pris une patate de ce dernier, et donc n'a pas pu se relever, enfin on va dire il a pas bronché, il était limite à deux doigts de chialer, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc pour Monaka, je pense que c'est une grosse douille, ou alors un peu comme un certain personnage d'un certain manga, notamment Nanatsu no Taizai. Voilà, je vous donne un petit peu l'exemple, je ne vais pas vous dire le personnage en question parce que c'est un personnage assez important, bref. Donc tout simplement, pour ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils ont une puissance de ouf seulement à un moment donné. Voilà, ceux qui suivent Nanatsu no Taizai sauront très bien de qui je parle, mais
D'ailleurs, très bon manga, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Donc, Seven Deadly Sins, voilà le nom en anglais. Bref, c'était la petite parenthèse. Et donc, je pense que Monaka, c'est pareil, il doit avoir son pouvoir seulement à un moment donné où il doit avoir donc certaines conditions particulières qui doivent être réunies pour qu'il soit donc complètement fort et complètement pété, qui ne veut pas être tout le temps au maximum de sa puissance. On me dirait un peu le Super Saiyajin, ça marche un petit peu pareil. Même si Goku, maintenant, voilà, enfin, un petit peu au début, donc lors de la saga de Freezer, il était vraiment beaucoup plus fort en Super Saiyajin qu'en humain, alors que là, même qu'en humain, alors que là, en version, on va dire, normale, sans Super Saiyajin particulière, il a quand même déjà un certain level. Alors que pour Monaka, je pense qu'il est complètement nul sans transformation ou sans conditions particulières, mais que donc à un moment donné, enfin voilà, c'est vraiment un précieux atout et que si toutes les conditions sont réunies, il peut être extrêmement puissant. En tout cas, faudra voir tout ça. Donc ça, c'était mon petit avis par rapport à Monaka. Et donc, ça va me permet de venir au deuxième point, on va dire la deuxième mini-théorie par rapport donc à Whis et Vados. Donc, je pense, voilà, c'est un petit peu une mini-théorie, peut-être que j'aurai l'occasion de la consolider un petit peu plus tard. Je pense donc que, comme Beerus et Champa sont des dieux de la destruction, je pense que Whis et Vados sont des dieux de la création. Donc, ils sont là un petit peu en opposition par rapport à Beerus et Champa, même si eux aussi ont des pouvoirs de destruction, comme on a pu le voir avec Vados, quand Champa avait un peu la flemme de détruire une planète, c'était Vados qui l'avait fait. Donc, ils sont plus puissants qu'eux, ils sont un peu leurs maîtres, mais ils sont un petit peu aussi leurs larbins, comme on l'a vu, hein. Enfin leurs larbins, un petit peu, ils sont plus forts qu'eux, mais un peu par la force des choses et sûrement par une volonté encore supérieure, mais ça j'aurai encore une fois l'occasion d'en parler. Ils sont donc placés un peu en dessous d'eux et donc sont responsables donc des dieux de la destruction, donc qu'ils accomplissent bien leur tâche de dieu de la destruction, vraiment ce pourquoi ils sont là, mais ils sont plus puissants qu'eux, comme on a pu le voir donc, dans l'épisode où Champa et Beerus voilà, se sont retrouvés. Ils ont à un moment ils voulaient partir en fight, et donc Vados et Champa ont pu vraiment tout arrêter, tout arrêter à temps avant que l'univers n'explose. Donc ça prouve qu'ils ont quand même une supériorité par rapport à eux, si vraiment ça part trop en live, mais que le reste du temps ils sont quand même soumis à eux et donc sont un peu en dessous d'eux, enfin en tout cas sont en dessous d'eux ou derrière eux, voilà, un petit peu un petit peu en surveillant, enfin voilà. Et donc ce sont vraiment eux qui sont acteurs et eux sont un petit peu plus passifs, mais peuvent agir un petit peu à leur volonté selon la volonté de leur maître, comme quand la Terre a été détruite, donc quand Freezer l'a détruite. Et donc Whis, il aurait pu le faire de son propre chef, il avait la volonté, mais vu qu'il est lié et qu'il est donc un petit peu, il s'est placé en dessous de Beerus, il lui a demandé, voulez-vous donc que je ramène la Terre? Et donc si Beerus avait dit non, la Terre, vous n'en aurez plus entendu parler, mais c'est seulement avec l'accord de Beerus qu'il l'a fait. Voilà, donc je pense que c'était quand même important de souligner tout ça. Mais en tout cas, ces assistants-là, ou ces dieux de la création, sont beaucoup plus puissants que les dieux de la destruction, vu qu'ils ont le pouvoir de destruction, et surtout ils ont le pouvoir de création, donc que les dieux de la destruction, eux, n'ont pas. Comme par exemple, quand Whis réagence donc tout le terrain, ça, Beerus et Champa n'en avaient pas le pouvoir. Et donc voilà, c'est un pouvoir que seulement eux peuvent posséder, et donc ils sont beaucoup plus puissants. Après, je pense qu'on aura l'occasion d'en découvrir un petit peu plus un petit peu plus tard, lorsqu'on peut-être on s'étendra à d'autres univers un petit peu plus vastes, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'était assez intéressant. Et donc voilà, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça, donc par rapport à cette opposition, donc dieu de la création, dieu de la destruction, et donc c'est un petit peu ce rôle de maître-élève, donc d'assistant, enfin voilà. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça. Donc comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout à vous abonner à la chaîne s'il vous plaît, c'est super important. Donc voilà, vu qu'on est en fin de vidéo, je pense que c'est quand même un petit moment vite fait pour vous dire ça. J'ai beaucoup galéré à tourner cette vidéo, enfin voilà, vous avez dû vous en rendre compte qu'il y a beaucoup de coupures, enfin voilà, je l'ai commencé, on va dire fin d'après-midi, là je la termine, c'est pratiquement 9h. Donc voilà, soyez conciliants par rapport voilà, si vous trouvez par exemple j'ai un rythme beaucoup plus accéléré en fin de vidéo maintenant qu'en début, voilà, il y a beaucoup de conditions, je ne veux pas rentrer dans les détails ou autres, mais voilà, des fois c'est un peu difficile de tourner, et des fois je suis pas dans des conditions optimales, voilà. J'espère en tout cas que cette review aura pu vous plaire, et en tout cas excusez-moi si ça a pu paraître, enfin si le rythme a pu paraître un peu différent d'habitude, et si ça vous a un petit peu moins plu. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse passer une excellente semaine, prenez soin de vous, salut à tous, sayonara.